The good news is we build 80% of our vehicles in the U.S., so we're the least affected and the most able to absorb them. You know, we're doing everything we can. Il y a quelques mois, un accord discret a secoué l'industrie automobile américaine. Ford, l'emblématique constructeur automobile de Detroit, a fait un choix inattendu, un choix qui allait bouleverser l'équilibre économique des États-Unis. Pendant que les gros titres parlèrent de tarifs commerciaux et de discours politiques, quelque chose de bien plus dangereux se jouait dans l'ombre. Ce n'était pas une simple extension d'usine, c'était une délocalisation. Ford a choisi de déplacer une partie de sa production de véhicules électriques et de batteries au Canada, loin de ses racines américaines. Un mouvement silencieux mais stratégique, où des milliards de dollars ont été investis, des milliers de nouveaux emplois créés et une nouvelle chaîne d'approvisionnement établie, mais cette fois hors des frontières des États-Unis. Les premières rumeurs ont fuité, mais il était déjà trop tard. Les machines étaient en mouvement. Les équipements d'usine et les plans de production étaient déjà en train de migrer vers le nord. Au moment où l'information est arrivée dans les médias, le navire avait déjà pris le large et les communautés américaines dépendantes de Ford se retrouvaient complètement ignorées. Mais ce n'était pas juste une décision d'entreprise. Ce n'était pas qu'un pivot dans la stratégie de croissance de Ford. C'était un signal fort. L'Amérique, telle que nous la connaissions, risquait de perdre sa place de leader dans un secteur clé. Ce n'était pas un simple accord commercial. C'était quelque chose de bien plus profond. Quelque chose qui remettait en cause bien plus que la simple production de voitures. Ford venait de tracer un nouveau chemin. Mais à quel prix pour les États-Unis? Avant de continuer, une petite pause. Si ce vidéo vous intéresse, abonnez-vous maintenant. Nous visons les 15 000 abonnés et votre soutien est essentiel pour atteindre cet objectif. C'est rapide et ça nous aide énormément à continuer, de vous fournir du contenu de qualité. Merci beaucoup et continuons. L'annonce de l'accord entre Ford et le Canada n'a pas tardé à faire des vagues. Mais ce n'était pas tant le contrat en lui-même qui a choqué les États-Unis que la vitesse et la discrétion avec lesquelles il avait été signé. À Washington, la première réaction fut un mélange de confusion et de colère. Comment une entreprise emblématique, qui avait bâti son empire sur le sol américain, pouvait-elle soudainement tourner le dos à des décennies de loyauté envers ses travailleurs et ses communautés? Le président Trump, toujours en alerte, face à toute menace contre l'industrie américaine, n'a pas tardé à réagir. Lors d'un rassemblement en Pennsylvanie, les premières rumeurs atteignirent ses oreilles. En quelques minutes, il s'empara du micro, quitte le script préparé et s'adressa directement à la foule. D'un ton grave, sans haussement de voix, il lança « Si Ford pense qu'ils peuvent fabriquer des voitures au Canada et les ramener ici, ils vont apprendre ce que c'est qu'un tarif de 200%. » Ce n'était pas simplement une déclaration politique. C'était un avertissement, un signal de guerre économique. Un message clair à toute entreprise ayant l'intention de délocaliser une partie de sa production à l'étranger. Vous ne ferez pas cela sans conséquence. Les menaces de Trump étaient une chasse nette, mais elles n'étaient pas seulement économiques. Elles étaient personnelles. Les syndicats se sont immédiatement mobilisés. À Flint, à Dearborn et à Flat Rock, les travailleurs se sont sentis trahis. Ils avaient traversé des années de restructuration, de fermeture d'usines et d'incertitude en espérant que des jours meilleurs viendraient. Et voilà que la promesse de réinvestissement avait été brisée. Ce n'était pas une simple question d'argent ou de production. C'était une question de fierté, une question de loyauté envers des communautés qui avaient cru forger l'histoire de l'industrie automobile américaine. Et pourtant, malgré l'indignation croissante, la réponse du gouvernement semblait manquer de cohésion. Les États-Unis étaient pris dans un dilemme entre protéger leur industrie et faire face à la réalité d'un monde de plus en plus globalisé. Pendant que l'Amérique se débattait avec ses réactions politiques et sociales, le Canada avançait silencieusement, mais avec détermination. Depuis plus d'une décennie, Ottawa avait mis en place des stratégies pour faire du pays un
pôle incontournable dans la production de véhicules électriques, VE, et de batteries. Là où les États-Unis n'avaient là-dessus pas su agir, le Canada avait investi dans une infrastructure propre et moderne, prête à accueillir les géants de l'automobile, comme Ford. La province de l'Ontario, par exemple, avait mis en place des crédits d'impôt attrayants pour la production de batteries. Le Québec, quant à lui, offrait un accès privilégié au lithium, une ressource cruciale pour la fabrication des batteries électriques. Ces efforts avaient un objectif clair, devenir un leader dans la révolution verte, et ils y parvenaient. Le Canada ne se contentait pas de réagir aux changements économiques mondiaux, il les anticipait. En parallèle, il avait renforcé ses partenariats avec les universités et les entreprises, créant ainsi des programmes de formation pour répondre à la demande de main-d'œuvre, qualifiée dans des secteurs comme l'automatisation, la robotique et l'ingénierie des véhicules électriques. Le pays avait également simplifié ses réglementations environnementales, garantissant un équilibre entre développement durable et attractivité pour les investissements. Lorsque Ford a choisi de relocaliser une partie de sa production au Canada, la décision semblait évidente. Le pays offrait plus que des subventions et des incitations fiscales. Il offrait une certitude, une stabilité que les États-Unis ne pouvaient plus garantir. Là où Washington pataugeait dans des débats politiques, Ottawa avançait de manière pragmatique, mettant en place les fondations nécessaires pour attirer les investissements étrangers. Ce qui était en jeu ici n'était pas simplement un échange de subventions, c'était une compétition mondiale pour être le moteur de la transition énergétique, et le Canada avait déjà pris une longueur d'avance. L'Amérique, de son côté, restait coincée dans son passé industriel, luttant contre une modernisation qu'elle n'avait jamais complètement embrassée. Le choix de Ford de déplacer sa production au Canada n'a pas seulement affecté l'industrie automobile, il a profondément bouleversé des communautés entières. Des villes comme Dearborn, Flint et Flat Rock, qui avaient été le cœur battant de l'industrie automobile américaine, se sont retrouvées confrontées à une réalité brutale. L'avenir n'était plus là où elles l'attendaient. Pendant des années, les travailleurs avaient supporté les fermetures d'usines et les licenciements, avec l'espoir que la relance arriverait. Mais au lieu de cela, ce fut un coup de massue. Les syndicats, qui avaient déjà sacrifié tant de privilèges pour maintenir la production aux États-Unis, ont vu dans ce déplacement une trahison. De concessions en concessions, ils avaient accepté des horaires plus longs, des pensions gelées, des salaires réduits, dans l'espoir d'une réindustrialisation. Maintenant, avec la décision de Ford, tout cela semblait dérisoire. Leur sacrifice, leur fidélité, semblaient n'avoir servi à rien. Les conséquences de cette décision dépassaient largement le cadre économique. Dans ces communautés, Ford n'était pas seulement un employeur, c'était un pilier. Les écoles étaient financées par les dons de l'entreprise. Les équipes sportives locales portaient son nom. Des milliers de familles avaient bâti leur avenir autour de la présence de cette entreprise emblématique. Et maintenant, le vide laissé par ce départ était irréparable. L'impact sur l'économie locale était immédiat. Les fermetures d'usines entraînaient non seulement des pertes d'emplois directs, mais aussi une cascade d'effets secondaires. Les petites entreprises locales, qui dépendaient de Ford et de ses employés, se retrouvaient à faire face à une chute brutale de la demande. Les quartiers autrefois prospères se sont retrouvés désertés, les commerces fermés, les foyers abandonnés. Et malgré cette dévastation, le gouvernement fédéral semblait incapable de réagir de manière adéquate. Les politiques locales étaient en désarroi, sans solution rapide, et les ouvriers se retrouvaient seuls, pris entre la promesse d'un avenir meilleur et la réalité d'un avenir qu'ils n'avaient même pas vu venir. Le déplacement de Ford vers le Canada n'était pas simplement un coup dur pour l'industrie américaine, mais un signe avant-coureur d'une transformation plus profonde et plus large. L'avenir de l'automobile ne résidait plus dans les usines en acier et en béton de Detroit,
mais dans des technologies plus avancées, dans des solutions numériques et écologiques qui redéfinissaient la manière dont les voitures étaient fabriquées et utilisées. Ford, comme beaucoup d'autres entreprises mondiales, s'était déjà préparé à cette évolution. Au lieu de se concentrer sur la production en masse de véhicules, le constructeur avait fait un pivot stratégique vers ce qu'il appelait une plateforme de mobilité. Ce changement de modèle n'était pas seulement lié aux véhicules eux-mêmes, mais à une toute nouvelle vision, une vision où la connectivité, les données et l'intelligence artificielle dominent. Le futur de Ford, ainsi que celui d'autres géants de l'industrie automobile, résidait dans les logiciels, les services et les solutions logistiques, plutôt que dans la fabrication de voitures traditionnelles. Ce n'était pas un simple ajustement, mais un renversement de la façon dont l'industrie fonctionnait depuis des décennies. Les usines, autrefois symboles de la puissance industrielle américaine, étaient devenues des centres de coûts, tandis que les plateformes numériques, les données des véhicules et les services de gestion de flotte devenaient les moteurs du profit. Le tout soutenu par l'énorme collecte de données sur les comportements de conduite et les besoins des consommateurs. Et cela n'était pas spécifique à Ford, c'était un phénomène mondial. Les entreprises se réorientaient vers des modèles plus rentables, moins dépendants de la production physique et plus tournés vers l'innovation numérique. Ford avait bien vu l'avenir. Le Canada, avec ses infrastructures propres et ses politiques favorables à l'innovation, était la terre idéale pour faire ce grand saut. Tandis que les États-Unis restaient figés dans un modèle économique qui semblait de plus en plus obsolète, le Canada se démarquait comme un exemple de réadaptation réussie au nouveau temps. Ainsi, l'industrie automobile mondiale ne se contentait pas de se déplacer au Canada. Elle se réinventait. Et Ford, en tant que leader de ce changement, n'avait d'autre choix que de suivre cette nouvelle voie. Les États-Unis se sont trouvés à un tournant décisif, un moment où l'histoire industrielle du pays, façonnée pendant plus d'un siècle, a été mise en question. Le départ de Ford vers le Canada symbolisait bien plus qu'un simple changement de production. Il mettait en lumière l'incapacité de Washington à s'adapter aux nouveaux défis mondiaux, et cela à un moment où les autres nations, comme le Canada, avançaient à grands pas pour sécuriser leur place dans le futur de l'automobile. Pendant des années, les gouvernements américains ont été incapables de prendre des décisions stratégiques à long terme. Les débats sur la transition énergétique ont été dilués dans des polémiques politiques, et les efforts pour moderniser l'infrastructure industrielle ont échoué. Les politiques environnementales étaient retardées. Les crédits d'impôt pour les véhicules électriques sont arrivés trop tard et souvent avec trop de conditions. Les autorités fédérales, sous l'effet de la paralysie politique, ont regardé, impuissantes, pendant que le monde changeait autour d'elles. Le Canada, en revanche, avait compris bien avant les États-Unis que l'avenir reposait sur une économie verte et une transition vers des technologies propres. En offrant une main-d'œuvre qualifiée, une réglementation moderne et des incitations claires pour l'innovation, Ottawa a non seulement attiré Ford, mais a attiré des milliards d'investissements étrangers. Le Canada ne se contentait pas d'attendre que les choses changent, il les a fait changer. La grande erreur des États-Unis n'était pas seulement d'avoir tardé à réagir, mais de n'avoir pas vu venir ce qui était pourtant évident. Un monde où la production automobile, dominée par la main-d'œuvre humaine et l'industrie lourde, laissait place à des modèles plus numériques, plus agiles et plus interconnectés. Aujourd'hui, l'Amérique se retrouve avec un legs puissant mais désormais obsolète, un modèle de fabrication centré sur l'assemblage traditionnel. Si Washington avait agi plus tôt, si les dirigeants américains avaient compris l'importance d'une réindustrialisation moderne, la donne aurait pu être tout autre. Mais aujourd'hui, la réalité est implacable. Les États-Unis ont perdu une guerre qu'ils n'ont jamais vraiment menée.